Il me fera un grand plaisir de vous accompagner dans cette réflexion philosophique, un peu culturelle, sur les valeurs universelles et universalisables. Comme vous le savez très bien, la Terre devient de plus en plus un petit village. Le global devient local, le local rentre dans le global. Ici et ailleurs, on n'a plus les frontières nécessaires pour discerner où est l'originalité de notre culture, où est la spécificité de notre culture et comment on pourrait défendre le particularisme identitaire à un moment où les valeurs deviennent de plus en plus soit universalisables, soit tout à fait le contraire, réfractaire à l'universel, réfractaire à être dans ce sillage de la mondialisation qui est à la fois un fatum, c'est-à-dire une certaine fatalité, puisque cette mondialisation nous accompagne sur une exigence de l'universel. Alors si la mondialisation fait véhiculer à la fois la capitalisation du monde, à la fois des nouvelles valeurs, à la fois qui fait tomber des frontières, qu'ils soient étatiques ou autres, et à la fois, certainement, l'universel s'impose sur nous. Pourquoi? Pour accompagner cet homo mondialis qui est en émergence, et qui est en émergence en accéléré même. Et le pourquoi des choses? Parce qu'on a besoin maintenant de plus en plus des valeurs communes, minimalement communes. Et ce n'est pas nécessairement d'être commune au sens en abstraction ou vide de sens, aimez-vous les uns les autres, la solidarité internationale, mais plus que ça. On a besoin de mettre de la chair sur l'os de ces valeurs communes pour pouvoir répondre à l'exigence de l'universel. Et une des exigences de l'universel dorénavant, c'est de ne pas tomber dans les dérives de l'ethnocentrisme, dans les dérives surtout je l'appelle la condescendance raciale contre les autres, ou se fermer, se replier sur soi-même et devenir presque dans un verrouillage identitaire, un verrouillage culturel. Donc, pratiquement, cette diversité de cultures n'est pas contestée. Personne ne conteste le pluralisme religieux ou le pluralisme des échelles des valeurs. Oh, tout à fait le contraire. On veut les garder, mais on veut les garder ouvertes et aller chercher dans le génie de chaque culture, le génie de chaque religion, pratiquement à respecter sa singularité, mais surtout ouvrir le monde sur plutôt un monde, un espace plus humain, plus solidaire, mais quand même aussi qui permet de garder l'interéchangeabilité, garder la coopération, garder le flux dans l'espace humain, l'espace global, comme on le dit. Alors, la première peut-être indication qui va nous aider de rendre toutes nos valeurs, même si elles sont patrimoniales ou patriarcales ou nationales, les rendre les plus universalisables. Le premier adage, sois toi-même comme un autre. Et sur ce point, l'humanité, elle, n'est plus un moyen et n'est plus un instrument pour combattre d'autres humanités, mais au contraire, on cherche une convergence des valeurs pour consolider la démocratie dans laquelle nous vivons ici, particulièrement au Québec, au Canada. Cette convergence va nous aider à être ouverts à l'humanisme et attirer des autres cultures à converger avec eux, être la main dans cette démarche vers une démocratisation du monde, vers un humanisme libéral. Et sur ce point, peut-être les valeurs qui sont les plus importantes, qu'il faut travailler, qu'il faut certainement nourrir en nous et en chaque culture ici et là dans le monde, c'est le primat de l'individu. Ce primat de l'individu est très nécessaire pour que nous ne soyons pas engloutis dans un communautarisme ou dans un tribalisme ou dans un clanisme. Et en ce sens, l'individu devient primat, mais sans que la société soit atomisée, sans que la société soit un ensemble d'égocentrisme.
tout à fait le contraire. Respecter l'individu et surtout respecter le primat de la liberté de conscience et la liberté d'expression. Et il y a une différence. On peut être libre dans l'expression, dans la pensée, mais pas nécessairement être respecté dans notre liberté de conscience. La liberté de conscience devient la valeur qui devrait et qui est de plus en plus universalisable, en ce sens que cette liberté de conscience va nous permettre à objecter et contester, qu'il soit le despotisme, l'autoritarisme, qu'il soit le fanatisme, l'obscurantisme, et en ce sens, la liberté de croire et de ne pas croire, être respecté dans son fort intérieur de ce qu'on ne croit ou ne croit pas, mais la seule peut-être limite sur ce point, comment traiter les échelles des moralités différentes, surtout les moralités religieuses, et accepter que ces valeurs religieuses soient aussi interprétées et réinterprétées, vu leur polysémie, vu leur caractère équivoque, qu'ils soient interprétés pour aller s'acheminer dans l'espace public, ou si vous voulez, l'espace étatique, ou l'espace international, ou dans l'ordre mondial qui est en cours. Quels sont les points les plus importants, à mon sens, et je serai sélectif sur ces points-là? Premièrement, il faut dépasser la tolérance. La tolérance est acceptée. La tolérance est quelque chose qui est vertueux et il faut certainement être tolérant l'un à l'égard de l'autre. Mais la tolérance, même dans une démocratie, la tolérance à l'égard de l'intolérant aussi devrait être de mise, et c'est un principe de base. Mais l'intolérant ne devrait pas être toléré jusqu'à une limite où il nous fait effondrer la culture de la tolérance. Et pour ne pas provoquer l'effondrement de la culture de la tolérance, on a besoin d'une gestion quand même d'un ordonnateur, d'un État, d'un peut-être un système qui nous permet à la fois d'être libre, d'être démocratique et d'être tolérant. C'est celui de l'État de droit ou l'État laïque. Qu'est-ce que la laïcité ici? Ce n'est pas la laïcité de la société. Il faut faire la différence. Il n'y a pas nécessairement une société laïque. Il y a toujours une société plurielle, plurireligieuse, pluricommunautaire, pluriculturelle. Mais l'État, lui, devrait être neutre. Et en ce sens, être non pas un État clérical, non plus un État religieux, mais ouvrir la laïcité pour qu'elle devienne pas plus qu'une gestion de pluralisme, une gestion non violente du pluralisme religieux, et elle devient en ce sens non pas une idéologie, non pas un dogme, mais simplement une technicalité de gestion du pluralisme. L'autre idée qui est importante pour que nous soyons dans un espace universel, humain et solidaire et respectueux l'un de l'autre, non pas simplement de s'arrêter au niveau de l'égalité humaine, qui est l'égalité dans la dignité humaine, qui est quand même la base de toutes les religions, de toutes les grandes visions du monde, les grands récits idéologiques du monde, quand même, mais plus dans l'égalité citoyenne. Plus sans minimiser l'importance de l'égalité humaine, mais être traité dans notre espace dans l'égalité citoyenne. Et en ce sens, l'égalité citoyenne accompagne la liberté citoyenne, accompagne aussi l'état de droit et devient un fondement assez important dans notre façon de regarder l'autre. Et à ce moment, il devient plus partenaire, non pas simplement au niveau humain, mais il devient dans ses valeurs citoyennes. En ce sens, ces valeurs deviennent de plus en plus universalisables. Et en ce sens, les valeurs universalisables deviennent à l'intérieur d'un État, d'une société qui est une couveuse pratiquement pour les accompagner à la maturité, pour accompagner ce qu'on disait au début, l'homo mondialis ou l'homme qui devient de plus en plus lui-même universel. Alors, comment réfléchir la démocratie? Et ici, il faut se permettre une critique. C'est vrai que la démocratie, en tant que régime, en tant que gestion de l'espace, pourrait souffrir de quelques lacunes, pourrait avoir des performances plus ou moins négatives à quelques moments. Mais la démocratie
comme idéal. L'idéal libéral dans la démocratie reste de plus en plus sans alternative et il reste de plus en plus quand même la voie la plus assurée pour nous pour éviter les guerres fratricides, les guerres sectaires ou ce qu'on appelle le choc des civilisations ou les chocs des religions. En ce sens, cette idéologie confrontationnelle de civilisation qui est en cours aujourd'hui et qui accompagne les valeurs universelles ou les valeurs universalisables, c'est notre choix. Notre choix pour les éviter, il faut que l'humanité converge vers de nouvelles valeurs pour justement relever les défis de la violence, cette violence de plus en plus nihiliste, apocalyptique, qu'on la voit, qui est autodestructrice, non pas simplement pour celui qui est atteint par cette violence, mais même pour celui qui fait usage de cette violence, parce que cette violence, elle est nihiliste et elle devient autodestructrice pour les cultures qui l'incitent ou qui la justifient ou qui l'encouragent. Et en ce sens, la quête de la vérité. La quête de la vérité devient un fondement important de l'humain. Elle devient une aspiration incontournable pour chaque être humain pour pouvoir justement aller de plus en plus vers un monde où on peut avoir des valeurs communes minimalement universelles, sans qu'elles soient abstraites, sans qu'elles soient vides de sens, mais applicables dans les entités politiques, applicables dans l'économie, applicables dans le social, applicables justement dans notre ordre culturel. Et en ce sens, le pluralisme des religions et des morales, il va être toujours là, mais on a besoin d'une harmonisation. Et sur ce point, il nous faut des réformes doctrinales dans les religions, qu'il soit des réformes au niveau de l'éthique, et que l'éthique devienne certainement plus respectueuse de l'individu, plus respectueuse des patrimoines, plus respectueuse des cultures diverses, mais il faut converger avec l'exigence de l'universel pour les amener toutes à nous accompagner les générations futures, la relève justement générationnelle qui va venir et qui va avoir à vivre le moment instantané qu'aujourd'hui on est en train de vivre dans l'informatique, à un moment où l'autre n'est plus celui qui suggère des soupçons ou d'inquiétude ou mélancolie, mais l'autre qui va devenir un partenaire dans l'établissement de cet ordre global, de cet ordre international, de cette culture humaine. Et en ce sens, pour terminer, la démocratie va rester un fondement majeur. La démocratie, elle est plus naturelle de ce qu'on le croit, parce que la démocratie va nous aider à nous, comme êtres humains, à faire notre propre autocréation, à nous rendre de plus en plus des êtres qui sont capables d'accompagner les nouveautés technologiques, les nouveautés et les innovations scientifiques et autres. Et sur ce point, la démocratie, c'est elle qui va nous permettre un espace libéral, un espace d'harmonie, et la démocratie va nous accompagner à sortir vers la paix perpétuelle. Et ce n'est pas une idée naïve, la paix perpétuelle, c'est une idée possible. C'est un rêve qui est quand même, qui a sa justification, qui a ses fondements, même s'il apparaît pour nous un peu, non pas à la portée de nos mains, mais il faut comprendre aussi qu'il est un projet réalisable et ce n'est pas quelque chose qui n'est pas dû à nous en tant qu'êtres humains, mais c'est la seule condition de vivre une humanité libre, juste et solidaire dans une fraternité humaine. Je vous remercie bien et je vous salue bien bas.